Bonjour à tous, je suis le docteur Le Sieur, je suis radiothérapeute avec une activité très orientée proton au centre François Baclès. On m'a demandé de parler des pathologies traitées en protonthérapie à Caen et des résultats. Donc, comme l'a dit Monsieur Balosso, ça va être un peu prétentieux de parler des résultats puisqu'on traite essentiellement des pathologies de bas grade et qu'au bout de 3 ans, c'est difficile de donner des informations qui soient vraiment solides. Donc, je vais plutôt essayer de vous expliquer pour qui on pourrait parler de protonthérapie, pour quel type de patient, pour quelle pathologie on pourrait proposer une protonthérapie, et grosso modo, quand est-ce qu'il faut y penser. Alors, quelques mots très rapides, c'est du langage un petit peu technique. Qu'est-ce qu'on a sur Caen comme matériel? On a un synchrocyclotron qui s'appelle le Proteus One DBA, qui est une machine compacte avec différents modes de délivrance du faisceau. Donc le SFUD, c'est délivrer une dose homogène pour chaque faisceau. Et l'IMPT, on va vraiment délivrer une dose qui va être hétérogène, une dose un peu spot par spot. On a une table robotisée 6D, une gantry à 270 degrés, ce qui nous permet de faire à peu près toutes les orientations possibles et imaginables de faisceaux. Une chose importante, nous n'avons qu'un imageur KV, nous n'avons pas d'imageur 3D, nous n'avons pas de CBCT, donc pas possibilité de faire des images scanographiques. On n'a pas de système de contrôle du mouvement pour l'instant, c'est-à-dire ni un contrôle surfacique, ni un contrôle spirométrique pour contrôler la respiration. On n'a pas de possibilité de faire de l'anesthésie générale pour le moment. Et on a une énergie de nos protons qui va s'étaler de 98 à 230 MeV, ce qui permet de traiter entre 7,5 et 32 cm. Donc si on a une tumeur plus superficielle que 7,5 cm, comme ça arrive souvent sur par exemple des aires ganglionnaires cervicales, on va utiliser un artifice qui s'appelle un range shifter qui va permettre de ramener la dose en superficie au détriment d'une petite perte dosimétrique. Alors, qu'est-ce que nous permet de faire ce matériel? Est-ce qu'on sait bien faire? Ce sont les irradiations de cible de fixe avec un recalage osseux. Les irradiations crânio-spinales, on a en soi tout ce qu'il faut pour le faire et c'est quelque chose qui est en développement, comme l'a dit M. Balosso. Le matériel actuel permet de le faire, mais nous ne le faisons pas encore. On est capable de traiter des enfants et des adultes, de faire des irradiations intra- et extracrâniennes à condition qu'on soit proche de l'os et aussi à condition qu'on soit dans un milieu homogène ou hétérogène stable. C'est-à-dire qu'on peut accepter qu'il y ait des hétérogénéités tissulaires, mais il faut que ces hétérogénéités soient stables dans le temps. Par exemple, un sac péritonéal où on aurait des gaz, des liquides qui vont varier au fur et à mesure du temps, on ne va pas pouvoir traverser ce type de tissu en proton. Et ça, quel que soit le matériel qu'on aura. Donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ce matériel? On ne peut pas irradier de cibles mobiles pour l'instant, ou en tout cas des cibles trop mobiles, on ne peut pas le faire. L'histoire des milieux hétérogènes, je viens de vous en parler. On ne peut pas irradier des enfants de moins de 24 mois, tout simplement parce qu'ils sont un petit peu trop agités. Un petit peu plus de 2 ans, on sait faire et on a fait, ça s'est quand même bien passé sans anesthésie générale. Enfin, les irradiations de petites cibles, donc moins de 20-25 mm, pareil, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour des raisons de modélisation du faisceau et aussi parce que sur des petites tailles, la proton par rapport à la radiothérapie stéréotaxique n'est pas forcément plus avantageuse. Alors, je reviens très brièvement sur les indications théoriques parce que c'est celles qu'on connaît tous et elles nous enferment un petit peu dans certaines indications. Donc, si on écoute l'HAS et l'INCa, et c'est bien de les écouter, la protonthérapie est remboursée en France pour que quelques indications, les tumeurs primitives de l'œil, les tumeurs pédiatriques, les chordomes et les chondrosarcomes. Clairement, si on traitait que ces types de tumeurs dans les 3 centres de protonthérapie, mes journées seraient extrêmement courtes. Et ce n'est pas le cas. Donc, on traite bien d'autres choses et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En fait, si on continue de parcourir le document de l'HAS et si on commence à regarder un petit peu partout en Europe et dans le monde, on voit qu'il y a bien d'autres indications qui sont pour certaines consensuelles et d'autres qui sont en train de se développer. Alors, si vous voyez la dernière ligne du tableau, les autres, voilà, autres tumeurs intracrâniennes spinales et paraspinales dans les pays nordiques. Dans les pays nordiques, c'est quelque chose de consensuel, de standard. Et même si on va chez nos voisins anglo-saxons qui sont généralement très pragmatiques,
à l'époque où il n'avait pas de centre de proton en 2016, la protonthérapie était approuvée dans ses indications pour une prise en charge à l'étranger. Il y a aussi toute une autre partie de tumeurs en cours d'exploration qui sont pareilles, standards, notamment dans les pays nordiques, surtout les tumeurs de la tête et du cou, des tumeurs sinusiennes, parasinusiennes et d'autres tumeurs type lymphome qui sont en cours d'exploration. En fait, la meilleure synthèse, comme malheureusement ou heureusement, je ne sais pas souvent, c'est les recommandations américaines qui sont les recommandations les plus claires, où ils distinguent deux grands groupes de tumeurs. Il y a les tumeurs de groupe 1 qui traitent assez facilement, on va dire sans trop de discussion, où on retrouve les tumeurs de la base du crâne, et on retrouve aussi toutes les tumeurs intracrâniennes, bénignes ou de bas grade. On retrouve les patients avec des syndromes génétiques, type neurofibromatose ou rétinoblastome, et toutes les tumeurs bénignes ou malignes de l'enfant. Puis il y a un deuxième groupe de tumeurs qui est également traité assez facilement aux États-Unis, mais remboursé à condition d'être dans un protocole de recherche. Et c'est là qu'on retrouve les tumeurs de la tête et du cou, certaines tumeurs thoraciques type thymome, certains cancers bronchiques et les tumeurs pelviennes. Alors, comment on réfléchit, nous, à Caen, pour sélectionner, on va dire, nos patients? Tous nos patients sont présentés systématiquement en staff technique, hein, c'est pas une RCP, c'est vraiment un staff technique où on juge pas de l'indication de la radiothérapie, mais de la technique de la radiothérapie. Donc, c'est un staff qui a lieu tous les lundis midi, et on va traiter tous les patients qui nous sont adressés soit par voie locale, soit par la plateforme nationale ProtonShare. Donc, en général, les indications classiques qui pourraient correspondre à celles du groupe 1 de l'Astro sont acceptées sans trop de discussion parce que ça fait consensus. Quand on a des indications qui sont en cours d'investigation, comme par exemple les tumeurs des voies aérodigestives supérieures, les tumeurs sinusiennes, on va forcément beaucoup plus les discuter. On les retiendra quand il s'agit d'histologie radiorésistante, comme les carcinomes adénoïdes kystiques, où maintenant, au fur et à mesure des mois et maintenant des années, on les accepte quasiment toutes, ou les localisations qui vont être à risque de complications à long terme. Par exemple, une tumeur de l'ethmoïde chez un jeune, où on a toutes les structures oculaires, toutes les structures cérébrales derrière, on va essayer vraiment de préserver les choses. Et enfin, si ces indications sont traitables dans un protocole de recherche, on privilégiera systématiquement le traitement dans le protocole de recherche avec la protonthérapie. Concrètement, tout patient qui a une irradiation photonique, pour qui une irradiation photonique ne serait pas faisable, ou si elle est potentiellement à haut risque, ça peut être une bonne indication de protonthérapie et ça vaut le coup soit de l'adresser ou en tout cas d'envoyer un petit mail ou d'adresser sur la plateforme ProtonShare pour qu'on puisse en discuter. Alors, les chiffres d'activité, ça permettra de répondre à la question de tout à l'heure. Depuis le 30 juillet 2018 et jusqu'au 16 avril 2021, nous avons traité 300 patients. Alors, ça n'a pas été malheureusement 2 années et demie complètes. On a eu un certain nombre de pannes de maintenance qui ont un petit peu freiné cette activité. Mais en tout cas, on a quand même ces 300 patients qui sont traités. Vous voyez qu'il y a quasiment 2 tiers des patients qui avaient des tumeurs cérébrales, hein. C'était de la neuro-oncologie adulte. On a 15% des patients qui étaient des enfants. Et enfin, 22%, donc quasiment un quart, qui sont des indications hors neuro-oncologie. Et c'est une part qui a tendance à augmenter un petit peu avec le temps et avec l'expérience qu'on engrange. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail sur le diagramme de droite, en neuro-onco, M. Balosson en a parlé tout à l'heure, ce sont essentiellement des méningiomes qu'on traite, hein. Quasiment la moitié de nos indications en neuro-onco, ce sont des méningiomes. La deuxième grande indication, ce sont les adénomes hypophysaires. Mais on traite aussi des crâniopharaingiomes, les chordomes. Finalement, c'est classique, ça représente moins de pourcentage parce que c'est une tumeur qui est bien plus rare. En dehors du cerveau, les plus grandes indications maintenant, ce sont donc des tumeurs des voies aérodigestives supérieures et essentiellement des tumeurs des glandes salivaires, parotides, des carcinomes kystiques de localisation un petit peu diverses, mais toujours au niveau de la face. On a de plus en plus de tumeurs sinusiennes qui sont difficiles à traiter en photon. On a eu pas mal d'indications de dermato aussi, puisque la grosse avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de bolus et on peut se permettre d'irradier de très larges volumes en proton en étant très peu toxique, souvent chez des patients âgés, et le confort du patient est vraiment bien supérieur.
Alors, on va parler, vous allez voir, je m'excuse un petit peu, ça va peut-être faire un petit peu catalogue, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'aujourd'hui on est capable de traiter à Caen et vous expliquer à chaque fois pourquoi on a choisi une protonthérapie. Alors, l'indication la plus classique, chordome chondrosarcome, indication historique. On a traité 15 patients depuis le début de notre activité porteurs de ce type de tumeur, avec, je pense, un adressage quasi systématique, j'ai peut-être exagéré, mais en tout cas les centres de référence du nord et du nord-ouest, Rennes, Amiens, Lille, nous en parlent en tout cas fréquemment et essaient de nous les adresser un maximum. On a également une patientèle étrangère sur cette indication-là. Alors il y a une grande précaution à prendre dans cette indication, c'est que la protonthérapie doit se discuter en amont de la chirurgie. Il faut absolument qu'il y ait une coordination avec l'équipe chirurgicale parce que qu'on redoute toujours, c'est l'implantation du matériel métallique au niveau du site opératoire. Et une fois que le matériel est implanté, surtout si on est sur des cordomes de la base du crâne, c'est quasiment illusoire de pouvoir retirer ce matériel et ça nous bloque complètement. Donc soit il faut mettre du matériel en carbone qui n'est pas toujours accessible et qui est coûteux, soit il faut opérer dans un premier temps, irradier et fixer dans un dernier temps. Et on l'a déjà fait, ça s'est très bien fait, y compris avec des patients qui venaient de loin. Donc là, l'argument principal de l'utilisation de la protonthérapie, c'est qu'on est sur une tumeur qui est très résistante, on a besoin d'un niveau de dose de 73-74 degrés et on est généralement quasiment au contact d'un organe sensible qui est le tronc cérébral. Donc on va utiliser le gradient de dose de la protonthérapie pour protéger au mieux ce tronc cérébral et les cochlées aussi également. On prend l'exemple d'un cas clinique. En 2018, une jeune patiente de 30 ans présente une diplopie, un strabisme en cours de grossesse. On lui fait une IRM. Elle a un premier prélèvement qui confirme qu'il s'agit bien d'un chordome. Elle a une chirurgie de débulking à Tunis. Et puis assez rapidement, elle va récidiver, cette patiente, 3 mois après la chirurgie, et elle nous est adressée dans ce cadre-là. Donc on l'a pris en charge sur Caen, avec d'abord une chirurgie, hein, à double équipe au CHU, avec l'équipe de neurochirurgie et l'équipe d'ORL. Et puis par la suite, on a fait une protonthérapie complémentaire à la dose de 73,8 Gray. Donc, vous voyez ici un petit peu le rendu dosimétrique avec une technique à 3 faisceaux, donc un faisceau qui passait par le sommet du crâne et puis deux faisceaux postérieurs. Et vous voyez qu'on a un très bon gradient de dose tout le long du tronc cérébral. On est maintenant à un peu plus de 2 ans. Cette patiente se porte parfaitement bien et elle va être fixée là prochainement pour bien consolider les choses parce que la réponse tumorale a fait qu'on a une instabilité au niveau du rachis qui s'est créée. Donc vraiment là on est sur l'indication classique. Le méningiome, c'est le gros de notre activité. Alors, qu'est-ce qu'on traite? Bah, ce sont les indications de radiothérapie classiques, hein. On va traiter les méningiomes de grade 1 récidivants, les grades 1 en résection partielle ou menaçants, les grades 1 qui seraient non opérables et symptomatiques, les grades 2 avec résection incomplète, les grades 2 récidivants qui soient réséqués de manière complète ou non, et les grades 3, quelle que soit la qualité de la résection. Là, l'argument, c'est quoi? Bah, on est, hormis pour les grades 3, on est dans une population où on a une très longue espérance de vie, donc on veut réduire le risque de complications à long terme. Et quand on a des gros volumes d'irradiation, on veut réduire le risque de complications au niveau neurocognitif. Et on veut aussi réduire le risque de second cancer, puisque ce risque-là, si vous irradiez quelqu'un de 65 ans, c'est peut-être anodin, très très minime. Mais si vous irradiez quelqu'un de 25-30 ans, il y a un vrai risque 20-30 ans après. Donc jusqu'à présent, on a traité 84 méningiomes. La grande majorité était de grade 1, quasiment un tiers sans histologie, mais dans des localisations typiques de méningiome de grade 1, par exemple au niveau du sinus caverneux. Quasiment la moitié des patients avaient un envahissement du sinus caverneux, donc plutôt des tumeurs assez volumineuses. 18 tumeurs de grade 2 et 4 tumeurs de grade 3. À ce jour, on a 3 récidives, et dont 2 chez les méningiomes de grade 3, ce qui semble assez logique, et une récidive chez un patient qui était décrit histologiquement de grade 1, mais après relecture, qui était probablement plus agressif. Donc vous voyez là, vous avez l'exemple. Ici, c'était un patient de 66 ou 67 ans, haut fonctionnaire européen, qui avait une grosse tumeur de méningiome de grade 2 sphéno-orbitaire, donc un gros volume d'irradiation. Et vous voyez une dosimétrie proton à gauche, une dosimétrie en tomothérapie, donc en photon à droite. Donc vous voyez dès lors qu'on est dans des couleurs vertes ou le bleu clair qui correspondent à des doses d'au moins 30 Gray,
il y a un véritable bénéfice de la protonthérapie, hein. Donc ça se traduit sur l'histogramme dose-volume. Vous voyez en jaune, c'est les doses données aux hippocampes, hein. Donc en pointillé, c'est les doses photons, et en trait plein, ce sont les doses en protons. Donc un véritable gain sur ces structures. Alors, les adénomes hypophysaires, deuxième grande indication de neuron onco. Pareil, mais on va traiter les patients avec un syndrome sécrétoire non contrôlé, les syndromes tumoraux non contrôlés après X chirurgie. Les microadénomes ne sont jamais traités en protonthérapie, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est sur des toutes petites tumeurs, donc c'est plutôt une indication préférentielle de stérotaxie ou de radiochirurgie. Et la grande majorité de nos patients ont un caractère invasif, c'est-à-dire on a un envahissement du sinus caverneux, ou on a des tumeurs très proliférantes, ou on a un envahissement vraiment de la base du crâne. Même argument que tout à l'heure, hein, c'est des patients qui ne vont pas mourir de leur adénome hypophysaire. Il faut réduire le risque de complications à long terme. On a les hippocampes de chaque côté, on a les voies optiques. C'est vraiment ça qu'on cherche à épargner. Donc, vous voyez, depuis le début, 27 patients traités, les 2 tiers étaient des adénomes non sécrétants, et 40% des patients, on les a irradiés pour des récidives, et les 40 autres pourcents traités de manière adjuvante, c'est-à-dire après une deuxième ou une troisième chirurgie, on a irradié. Et quasiment 90% des adénomes, ce que je vous disais tout à l'heure, sont des adénomes invasifs. Vous avez là l'exemple, pareil, c'était une jeune patiente de 35 ans qui avait un syndrome de Cushing. Donc vous avez une dosimétrie rapidarque cette fois-ci à droite et une dosimétrie proton à gauche. Donc pareil, les images parlent d'elles-mêmes sur des doses, dès lors qu'on est sur des doses inférieures à 30 Gray, il y a un gain vraiment flagrant de la protonthérapie. Et pour la petite histoire, ce qui est rare, cette dame avait un syndrome de Cushing très, très sécrétant. Et 2 ans après la protonthérapie, elle est enceinte, ce qui est assez rare. Je ne dis pas que c'est la protonthérapie, hein, mais... Alors ça, c'est une indication, moi, qui me tient à cœur parce que je pense que c'est vraiment une indication d'avenir. Les gliomes de grade 2, de grade 3, on les a récemment décortiqués. On a décortiqué plein de sous-types moléculaires. Et maintenant, on arrive à déterminer certaines populations où les patients ont des survies de plus de 10 ans. Alors, les oligodendrogliomes, on le savait déjà depuis plusieurs années. Les tumeurs de grade 2, on le savait. Mais par contre, les astrocytomes anaplasiques qu'on traitait classiquement comme des glioblastomes ou sinon par chimiothérapie type PCV, maintenant on sait que dans cette population-là, le traitement adjuvant de référence, c'est la radiothérapie plus chimiothérapie, et on obtient des survies de plus de 10 ans. Et généralement, on a des volumes d'irradiation qui sont extrêmement importants, puisqu'on doit prendre toute la prise de contraste résiduelle, mais aussi tout l'hypersignal flair. En ajoutant des marges de 10 à 15 mm, on se retrouve très vite avec des gros volumes. Donc chez un patient où il faut irradier un tiers du cerveau et qui a plus de 10 ans de survie, la protonthérapie va apporter un véritable bénéfice. Je vous montre à travers deux exemples. Une jeune patiente de 29 ans, juillet 2017, hémiparésie gauche, crise d'épilepsie, on lui trouve une tumeur d'allure gliale frontale droite. Elle est opérée. Alors c'est décrit comme un oligodendrogliome de grade 2. Et puis, 1 an et demi après, elle récidive. Cette fois-ci, c'est décrit comme un oligodendrogliome de grade 3. Puis, il y a une relecture nationale qui reclasse la tumeur comme astrocytome anaplasique IDH muté. Donc, on l'a traité en mars 2019, protonthérapie plus chimiothérapie T-modale. Et donc, vous voyez les volumes d'irradiation qui sont quand même assez conséquents. Et en termes d'irradiation, vous voyez qu'on retrouve sur les histogrammes dose-volume, hein. Vous avez la protonthérapie en haut. En bas, vous avez une dose en rapidarque, en Vmat. Et vous voyez que sur l'encéphale, dès lors qu'on est sur les doses de moins de 30 Gray, il y a un bénéfice très, très important de la protonthérapie. Alors encore peut-être plus impressionnant, cette fois-ci, un patient avec une histoire beaucoup plus longue. Mai 2002, on lui trouve un oligodendrogliome de bas grade sur une épilepsie. Le patient est opéré. Puis 11 ans après, histoire classique, il progresse. On lui fait 15 cures de T-modal. En mars 2017, le patient progresse avec l'apparition d'une prise de contraste. Le patient refuse la chirurgie. Je pense qu'à l'époque, la radiothérapie est discutée, il n'y avait pas de protonthérapie. Et la radiothérapie est récusée du fait de l'extension des volumes beaucoup trop importants pour une photonthérapie.
En mai 2018, il progresse, on lui fait une chimiothérapie par irinotecan Avastin, un peu par dépit parce que le patient refuse toujours la chirurgie au niveau de la prise de contraste. En avril 2020, il progresse, il est opéré. C'est désormais un oligodendrogliome de grade 3, donc il reste toujours quand même de bons pronostics. Et là, cette fois-ci, ben, on a pu lui offrir au patient une fenêtre d'accès à l'irradiation via la protonthérapie. Pour le coup, on n'aurait jamais pu le faire en photon. Alors là, vous voyez, vous avez les volumes d'irradiation en rose, hein. Vous voyez qu'il y a un énorme hypersignal flair, donc c'est une grosse tumeur. Donc chez ce patient-là, bien sûr, on aura une toxicité de l'irradiation, même en protonthérapie, c'est évident, mais toujours moins qu'en photon, et c'est surtout que ça nous a permis de traiter ce patient-là, alors qu'on ne l'aurait pas fait en photon. Donc on a donné accès à une nouvelle ligne de traitement, et non négligeable, parce que la radiothérapie chez ces tumeurs-là, c'est extrêmement efficace. Donc on a traité environ entre 15 et 20 patients comme ça avec des tumeurs de grade 2-3. Et donc vous voyez, c'est ce même patient, hein, 6 mois après, on a une très bonne réponse partielle, hein. Vous voyez l'hypersignal flair qui était très nodulaire au niveau de la corne ventriculaire, bah, tout s'est complètement aminci, le ventricule s'est réouvert. Alors si on sort un petit peu de l'endocrânien, les sinus de la face, ça devient une indication de plus en plus fréquente. Alors là, pourquoi on propose une protonthérapie? Bah, parce qu'on a besoin de faire des doses très élevées. Ce sont des tumeurs qui vont être résistantes. On a systématiquement besoin de faire 66-70 Gray. Et on a une multitude d'organes à risque hypersensibles. On a nos lobes temporaux qui sont derrière. On a toutes nos voies nos optiques. On a l'hypophyse. Donc, c'est vraiment un potentiel important pour la protonthérapie. Ici, c'était un jeune patient qui vient de finir son traitement, 25 ans, adénocarcinome de haut grade de l'ethmoïde, adressé par les collègues de Tours. Donc, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur une indication du groupe 2 Astro. On l'a traité en protonthérapie, mais dans le cadre d'un protocole de recherche clinique qui s'appelle Santal, qui autorise la protonthérapie. Et on a un grand bénéfice au niveau de l'encéphale, hein. Là, on affiche l'isodose 16 Gray. Chez un patient avec une tumeur non endocrânienne, ce serait quand même dommage d'irradier trop de parenchyme cérébral. Alors enfin, on rentre dans des indications qui sont un petit peu moins fréquentes, mais où parfois la protonthérapie peut donner une ressource thérapeutique, peut donner accès à une nouvelle ligne de traitement. Ici, c'est un patient qui a été irradié pour une première fois en 93, un adénocarcinome du rectum, un traitement classique, radiothérapie néoadjuvante, chirurgie et anastomose. Et 25 ans après, il a récidivé, juste au-dessus de l'anastomose. De nouveau traitement classique, il a eu son amputation abdomino-périnéale. Et en 2018, il a récidivé, c'est ce que vous voyez sur le PET scan, c'est le petit hypermétabolisme là enchâssé dans les muscles à gauche. Il y a eu plusieurs cures de chimiothérapie qui ont permis de stabiliser les choses pendant 3 ans sans jamais avoir vraiment une réponse franche, objective. En 2021, on est toujours devant cette récidive locale. On pose la question de faire une radiofréquence, une cryothérapie, une chirurgie. Tout est récusé. Et puis, on parle un petit peu d'une protonthérapie. Et ce patient, on a pu le réirradier en proton à la dose de 60 Gray avec du Xeloda. Et donc, on l'a installé dans une position un peu atypique, parce qu'on a plutôt l'habitude d'installer, nous en France, les patients sur le dos pour le rectum. Donc là, on l'a installé sur le ventre, ce qui a permis de faire tomber toute sa vessie, tout son intestin grêle. Donc on a traité, essayé de privilégier plutôt une vessie vide. Et vous voyez que là, pour le coup, on affiche la 10 Gray en bleu. On a 0 dose au niveau de l'intestin grêle. Et on a une toute petite partie de la vessie qui est irradiée. Donc là, on limite vraiment le risque de grélite radique, de fistule au niveau digestif ou vésical. Deuxième indication de réirradiation, on a eu deux patients comme ça, des œsophages, hein. Donc là, c'est des réirradiations en plein champ, en territoire irradié. Ce patient-là, en 2016, avait un T1N1 du tiers supérieur. Il avait été récusé pour une chirurgie. Il y a eu une radiochimio avec une réponse complète. Et puis 3 ans après, il a récidivé. Donc il n'était pas éligible à une chirurgie la première fois, il n'était pas la deuxième fois. On a enchaîné des lignes de chimiothérapie, donc c'était les collègues du Havre, Folfox, Folfiri, avec systématiquement des progressions métaboliques.
Et donc en été 2020, on le réirradie en proton à la dose de 50 Gray avec une chimiothérapie par carboplatine taxol. Donc vous voyez là une dosimétrie proton, 3 faisceaux en haut, et une dosimétrie tomothérapie. Donc pour ce qui est de la moelle épinière, la protonthérapie nous permet d'y retourner sans difficulté aucune. La tomothérapie permettait d'y retourner aussi, peut-être avec un tout petit peu plus de dose, mais c'est pas ça qui faisait la différence. On va mettre beaucoup moins de doses au niveau des poumons en proton, mais aussi sur tous les tissus mous autour. Et ça, c'est ce qui va nous permettre, en tout cas, c'est notre stratégie, notre réflexion, ça va nous permettre de limiter toujours ces risques de fistule, puisque là, la crainte, c'est soit la sténose œsophagienne, mais surtout la fistule œsotrachéale. Vous voyez le PET scan initial du patient à gauche. Vous voyez qu'il s'agissait d'une petite récidive ici au niveau du tiers supérieur. Et ben 6 mois après, hein, dès 3 mois, le patient il est en réponse complète. Le patient mange, il a repris 7 kilos, il n'a pas de fistule, il va très bien. La seule chose qui s'est passée, vous voyez qu'ici, qu'il y a un petit spot d'hypermétabolisme. En fait, le patient il a fait une petite pneumopathie, une petite fibrose radique. Et si on vient sur la diapo précédente, donc vous voyez le spot ici, si on vient sur la diapo précédente, on est exactement dans cette zone-là. Hein. Donc on est dans une zone où les protons en traversant les poumons, c'est de l'air, le proton va fuser un petit peu plus, on va avoir plus de doses pour le coup qu'en photon, et le patient il a fait sa fibrose dans cette zone-là. Mais c'est en train de rentrer dans l'ordre, il n'y a pas eu besoin d'une corticothérapie ou quoi que ce soit. Enfin, dernière indication où on peut nous solliciter, c'est rare, mais pour le coup, je pense qu'il y a un bénéfice qui est flagrant, c'est les patients avec des syndromes génétiques. Donc, dans le cadre des paragangliomes, on a les mutations de SDH. On sait que c'est des patients qui vont faire des paragangliomes, généralement bilatéraux. On va avoir besoin de traitements répétés. Ici, à gauche, c'était une patiente qui était adressée par Nantes avec une mutation SDH qui avait déjà été irradiée, pour le coup, du côté gauche. Donc, c'était une réirradiation. En fait, le fait de traiter en proton, vous voyez sur l'IRM ici, hein, on a traité le paragangliome ici, mais si vous regardez bien, il y en a un autre de l'autre côté qui n'a jamais été traité, mais qui un jour ou l'autre aura peut-être besoin d'être traité. Et là, l'avantage de la protonthérapie, c'est qu'on traite vraiment uniquement que le côté gauche. Il va y avoir aucune dose à droite et on ne se ferme pas des barrières, on ne se ferme pas la porte, pardon, pour un second traitement dans XN. Deuxième indication, probablement le traitement le plus complexe qu'on a été amené à faire, source de grandes discussions. Une patiente avec une mutation P53, donc un syndrome de Li-Fraumeni, qui avait un cancer du sein très étendu, T3N2, en réponse complète après une chimiothérapie néoadjuvante, donc avec une vraie indication de radiothérapie au niveau de la paroi. Et les patients qui ont ce type de syndrome, ils sont à haut risque de développer des tumeurs radio-induites. Donc il faut absolument, si on les irradie, il faut limiter les volumes d'irradiation. Si on avait irradié cette patiente avec des rayons X, quelle que soit la technique, on aurait eu des doses dans le poumon très importantes, voire dans le cœur, et probablement dans l'autre sein au vu de la morphologie. Donc là, en proton, vous voyez notamment sur les coupes sagittales et coronales, on limite vraiment l'irradiation de ces volumes-là, et on réduit le risque de complications radio-induites. Donc on est sur des raretés, mais pour le coup, sur des raretés, c'est vraiment important de penser à la protonthérapie. En conclusion, nos indications de routine, c'est les tumeurs bénignes intracrâniennes, les tumeurs radiorésistantes de la base du crâne ou paraspinales. On a des indications en net développement et qu'on sait faire désormais aussi en routine, c'est les tumeurs radiorésistantes des voies aérodigestives supérieures. Il est hors de question d'aller traiter tous les oropharynx et larynx de France et de Navarre, mais par contre, les tumeurs radiorésistantes chez des patients jeunes, c'est vraiment important. Les tumeurs des sinus. Et enfin, des situations particulières où ça peut être intéressant parfois de se dire, ah tiens, peut-être qu'en protonthérapie, je peux faire quelque chose. Donc dans des situations de réirradiation, chez des patients où on sait qu'ils ont des tumeurs plutôt de bon pronostic et à haut risque de complications avec une irradiation classique, ou des patients avec des syndromes génétiques. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce qu'on est capable de faire en 2021 chez l'adulte en protonthérapie à Caen.